Cette année, la Formule 1 roulera sur plus de 24 circuits différents, autant de circuits avec des spécificités bien singulières, qu'ils soient mythiques, qu'ils soient nouveaux, urbains, ou bien alors qu'ils soient lents, rapides ou abrasifs. Installez-vous confortablement ou alors sortez votre cahier de notes pour tout comprendre des circuits que nous verrons cette année. Bon, avant de découvrir les différents circuits de cette année, il semblait important pour moi de revenir un petit peu sur les bases quand même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on trace un circuit, comment est-ce qu'on le désigne au championnat et surtout comment est-ce qu'il est réglementé, comment est-ce qu'il est homologué. Parce que évidemment, faire un circuit de Formule 1, c'est pas aussi simple que ça. Hermann Tilke, je ne peux pas vous faire cette vidéo sur les circuits sans vous parler de cet homme. Hermann Tilke, c'est un ingénieur allemand qui est à l'origine de bon nombre de circuits que l'on retrouve aujourd'hui dans le calendrier. Il a notamment dessiné Bakou, Yas Marina, Jeddah ou encore Miami. Donc c'est quand même déjà deux sacrés noms dans le calendrier. Et puis il a également, avec son entreprise Tilke Engineering, refait de nombreux circuits que l'on retrouve de nouveau dans le calendrier ou même parfois en dehors du calendrier de la Formule 1. Il a beaucoup donné pour les circuits. Il est donc à l'origine de nombreux circuits de Formule 1 et donc je voulais au moins nommer son nom pour que vous puissiez savoir qui fait au moins les tracés. Évidemment, il n'est pas le seul, mais c'est en tout cas un des hommes importants du monde de la Formule 1 au niveau des circuits. Bon, évidemment, maintenant qu'on a le tracé, il faut pouvoir quand même y mettre les Formule 1. Et pour ça, c'est toujours pas aussi simple que ça. Il faut l'aval de la FIA. Je vous en parlais dans la première vidéo. La FIA, elle, c'est l'organisation qui s'occupe de toutes les réglementations. Et pour mettre des Formule 1 sur un circuit, il faut que ce circuit soit homologué de grade 1. Et donc, c'est la FIA qui donne cet accord après des vérifications réglementaires. Il y en a différentes. Ça peut être évidemment sur les mesures d'un circuit. Il y a une largeur de piste à respecter, une longueur de circuit à respecter. Et puis, il y a aussi l'aspect sécuritaire, que ce soit tant pour les pilotes avec des zones de dégagement que pour les spectateurs avec l'accès à la sécurité et aux ambulances par exemple. Une liste est publiée par la FIA chaque année qui permet donc de recenser tous les circuits qui ont ce fameux grade 1. Donc évidemment, on retrouve les 24 circuits qui composent une saison de Formule 1, mais on retrouve également des circuits qui ne font pas partie de la saison de Formule 1. À noter le Paul Ricard, Sochi ou encore Valence. Donc comme je vous le disais, c'est la FIA qui s'occupe des réglementations, mais ce n'est pas elle qui désigne les circuits ou qui les choisit pour une saison de Formule 1. Et là du coup c'est le groupe Formula One Group qui est donc une filiale de Liberty Media qui a racheté les droits de la Formule 1 en 2017 et c'est elle qui choisit quels sont les circuits que nous verrons dans le calendrier de Formule 1. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on est passé de 1 GP à 3 GP aux États-Unis puisque Liberty Media c'est une entreprise américaine et donc forcément les patrons de l'entreprise ont voulu capitaliser sur le marché américain qui était alors plutôt destiné à l'IndyCar et au NASCAR. Donc pour retrouver un nouveau circuit ou avoir un circuit sur une longue durée, il faut faire appel à des promoteurs, que ce soit des villes, des États, par exemple aux États-Unis, ou même des entreprises qui vont donc donner de l'argent pour pouvoir accueillir un Grand Prix. Et ça, c'est Liberty Media qui s'en occupe. Donc une fois de plus, les États-Unis et le Golfe, parce que c'est eux aussi qui donnent de l'argent, et c'est là où potentiellement on peut retrouver plus de circuits. Donc voilà un peu, on va dire, pour les premiers aspects sur comment est-ce qu'on fait un tracé, comment est-ce qu'on le désigne, pourquoi lui et pas un autre. Ça me semblait quand même important d'en parler rapidement avant de pouvoir, cette fois-ci, passer au goudron. Si la F1 est un sport de vitesse, évidemment il y a des circuits qui favorisent plus que d'autres cette fameuse vitesse. On va prendre l'exemple de Monza qui chaque année est l'un des GP les plus rapides de la saison et pour cause, quand on regarde le tracé, il y a peu de virages. Évidemment, c'est ça qui détermine la vitesse d'un Grand Prix, c'est le nombre de virages. À proprement parler, à Monza, il n'y a que 2 chicanes, 2 endroits où des virages sont assez serrés, il faut ralentir, bien prendre une bonne trajectoire pour après retrouver la motricité et retrouver de la vitesse. Mais ces 2 chicanes donc sont complètement cruciales dans le tracé, mais c'est les 2 seuls moments où on retrouve une vitesse, on va dire, plus modérée. Pour le reste, ce sont des virages longs, de grosses courbes avec de l'accélération ou du moins une vitesse plus ou moins modérée, notamment dans la parabolique. Et puis on retrouve évidemment 2 grandes lignes droites, ce qui fait donc les spécificités de ce tracé si rapide. A l'inverse, on retrouve des circuits où le rythme est très lent et pour ça je ne peux pas ne pas parler de Monaco qui est donc l'un des grands prix les plus lents. Alors évidemment, qu'on s'entende, lent, c'est 50 ou 60 km/h dans certains virages, notamment à l'épingle du Fairmont, qui justement est l'un des virages les plus lents de la saison. On compte plus de 18 virages dans le circuit de la Principauté
et qui plus est des virages parfois serrés. Donc automatiquement la vitesse se réduit et on n'aura pas du tout les mêmes pointes de vitesse à Monaco qu'à Monza. D'ailleurs, le seul moment où on peut vraiment prendre de la vitesse à Monaco, c'est entre le dernier virage et le premier virage, puisque c'est la ligne droite de départ. Bon, évidemment, il existe un entre-deux entre très rapide et très lent. On peut compter notamment sur Silverstone, Spa-Francorchamps ou encore le circuit de Catalunya, qui donc comptent, eux, des virages très lents et des virages très rapides, ou même des longues lignes droites. Depuis de nombreuses années, on retrouve de plus en plus de circuits urbains, ce qui impressionne parce que ces événements sont créés donc de toutes pièces pendant la saison pour le Grand Prix, mais en plus ils sont ultra étroits et on retrouve des zones vraiment super serrées et c'est là où le pilote peut faire la différence. Cette année, on compte 8 différents Grands Prix urbains, Melbourne étant considéré comme un Grand Prix semi-urbain. Mais bon, il faut être honnête aussi, si les virages sont parfois impressionnants, la bataille en piste est souvent quand même réduite par justement l'étroitesse de ces circuits. Bon, c'est pas uniquement dû à la spécificité du circuit, c'était également dû aux philosophies de voitures. Les dernières étaient beaucoup plus larges, plus lourdes, elles étaient considérées un peu comme des paquebots difficiles à manier, donc automatiquement ça crée beaucoup moins de batailles en piste et moins de possibilités de dépassement. Ceci dit, on a quand même eu des beaux grands prix dans les circuits urbains ces dernières années. Las Vegas a été une belle surprise, moi j'ai toujours aimé Bakou. Et donc, mine de rien, ça reste quand même des rendez-vous à cocher dans la saison pour en prendre plein les yeux. Et puis bon, avec la nouvelle réglementation 2026, on verra si potentiellement les choses peuvent changer. Et évidemment, surtout, il faut le mettre en avant, c'est la précision des pilotes qu'il faut saluer parce que je pense à plusieurs virages où c'est ultra serré. Je pense notamment au château à Bakou, piscine à Monaco. Et puis surtout, moi, il y a un GP que j'affectionne particulièrement dans l'année, c'est Jeddah, qui est pour moi le rendez-vous le plus impressionnant de l'année, alors qui peut aussi être considéré comme dangereux évidemment, mais la vitesse folle à laquelle vont les pilotes et la précision, on n'a pas le droit à l'erreur dans les circuits urbains et la preuve que si on a une erreur, c'est dans le mur et ça peut coûter rapidement cher. Donc voilà pour les circuits urbains, souvent quand même assez impressionnants. Pour gagner une course de Formule 1, il faut forcément être plus rapide que les autres. Mais il faut aussi savoir gérer sa gomme et ça c'est une donne importante depuis ces dernières années et la dégradation des pneus. Il y a des tracés où la dégradation des pneus est plus ou moins importante et ça c'est en partie dû à la composition de l'asphalte qui est donc un mélange entre le bitume et différentes roches et plus il est rugueux, plus il va détruire les pneus. Et le roi en la matière, c'est le circuit de Qatar à Losail. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les pneus se dégradent plus vite et je vais vous les donner. Bon, la première, je vais un peu vous en parler, c'est le tracé. En fait, c'est la composition du tracé. L'asphalte au Qatar est beaucoup plus rugueux et ça, c'est dû à la composition. Chaque tracé, on va dire, a sa composition d'asphalte qui est donc plus ou moins rugueux avec plus ou moins de roches. Alors, bon, pour le Qatar, c'est une bonne chose pour l'adhérence parce que plus il y a de roches, plus il y a de contact avec le pneu et donc un contact entre pneu et sol, ce qui permet une meilleure adhérence. Néanmoins, plus il y a d'adhérence ici, plus il y a de dégradation. Et donc automatiquement, ça attaque un peu plus le pneu que sur d'autres tracés. Deuxième donne importante pour la dégradation des pneus, c'est le tracé. Et le tracé du Qatar est considéré comme l'un des grands prix également les plus rapides. Quand on regarde la nature du circuit, on voit beaucoup de virages longs, beaucoup de courbes où les pilotes doivent emmener de la vitesse avec la voiture et ça aussi forcément ça augmente la dégradation des pneus parce que plus le pneu est sollicité sur de longs virages, de longues courbes, plus le pneu sera sollicité sur la longueur et sur les longues courbes, plus il se dégradera rapidement. Bon, vous rajoutez à ça les températures, même si le Grand Prix a été décalé fin novembre depuis la saison 2024, il faut dire qu'il fait toujours aussi chaud, on reste quand même au Qatar, les températures, malgré d'ailleurs un Grand Prix de nuit, sont quand même assez élevés et ça aussi c'est une donnée supplémentaire pour la dégradation des pneus. Et enfin, dernière donnée, c'est la localisation. Le Grand Prix du Qatar se déroule dans le désert et donc avec le vent, ça ramène du sable sur la piste et le sable ça vient, on va dire, polir un petit peu le pneu et donc ça également ça participe à la dégradation du pneu en plus de tout ce que je viens de vous dire. Bon d'ailleurs en plus le Grand Prix du Qatar a quand même on va dire effrayé la FIA et les pilotes à 2 reprises. La première fois c'était en 2023 où la FIA a dû prendre une décision majeure, c'est-à-dire pas faire plus de 18 tours sur les mêmes pneus pendant le Grand Prix et obliger tous les pilotes à faire 3 arrêts.
pendant le Grand Prix. Alors c'était pas que dû au tracé, à l'asphalte, c'était également dû à la réparation de certains vibreurs qui étaient ultra agressifs et qui endommageaient carrément les pneus. Mais l'asphalte également, là aussi la dégradation des pneus a largement favorisé cette dégradation ultra importante. Bon, et en 2024, tout s'est bien passé parce qu'il ne faisait pas si chaud que ça. Mais en 2025, de nouveau, en raison des fortes chaleurs, la FIA a dit pas plus de 25 tours et 2 arrêts obligatoires. Donc, ce qui montre quand même que la dégradation peut être ultra importante et peut quand même mener à la mise en cause de la sécurité des pilotes, ce qui quand même n'est pas rien, mais bon, au moins la FIA a su réagir. Bon, là évidemment on est sur un cas exceptionnel, tous les circuits ne sont évidemment pas comme ça. On retrouve même d'ailleurs à l'inverse des circuits où l'asphalte est plutôt lisse, plutôt doux et n'endommage pas tant les pneus que ça. On pense notamment à Yas Marina, à Suzuka au Japon ou même au Canada. Et ce qui, encore une fois de plus, est également dû à la spécificité du circuit. Beaucoup plus de virages, moins de courbes longues qui donc automatiquement détruisent moins le pneu et le sollicitent moins. Silverstone, Spa-Francorchamps, Monaco ou encore Monza sont des circuits mythiques de Formule 1. Il paraît donc difficile de les voir en dehors du calendrier de Formule 1 et pourtant c'est ce qui va se passer, du moins pour certains. Dans une volonté de renouveler son audimat, la Formule 1 a décidé de faire quelques changements, que ce soit sur la réglementation avec les voitures, sur les contenus exclusifs sur les réseaux sociaux et avec des partenariats de streaming, mais aussi sur les différents circuits pour toujours essayer d'accueillir de plus en plus de nouveaux venus dans la discipline. Et donc on retrouve depuis ces dernières années de nouveaux circuits parfois urbains, mais d'autres qui arrivent. Donc au revoir Imola, au revoir Barcelone, au revoir Zandvoort, mais bonjour Qiddiya, bonjour Las Vegas et hola Madrid. Donc la F1 a décidé de mettre en place des rotations à partir de l'année prochaine, parce qu'évidemment on ne peut pas se permettre d'accueillir une saison à 32 GP. En fait, il y a plein de circuits qui veulent revenir dans la discipline. Notamment, il y a Hockenheim, il y a la Turquie, et puis il y a même des pays qui toquent un peu à la porte. Il y a l'Afrique du Sud et le Rwanda qui veulent avoir leur Grand Prix dans la saison de Formule 1. Sauf que je viens de vous dire, c'est impossible de caler tous ces Grands Prix dans une seule saison. Donc, il y a cette idée de rotation qui donc permettra à certains circuits soit de les découvrir ou soit pour certains de revenir dans la discipline reine. C'est donc Spa-Francorchamps qui en paye un peu les frais. À partir de la saison 2027, on retrouvera le Grand Prix tous les 2 ans, c'est-à-dire en 2029 et en 2031. Il faudra donc combler les trous que va laisser Spa-Francorchamps en 2028, en 2030. On saura d'ailleurs dans les prochaines semaines, prochains mois, si certains circuits vont renouveler leur contrat, si oui, est-ce qu'ils vont le faire en rotation, et puis si certains circuits reviennent, je viens de vous le dire par exemple Hockenheim, est-ce qu'on va avoir un Grand Prix de France d'ici quelques années en rotation? Ce sont des questions auxquelles nous aurons des réponses dans les mois, années à venir. Bon, c'est d'ailleurs un peu ce qui agace les fans d'avant Liberty Media, c'est le fait de mettre de côté les circuits mythiques pour favoriser parfois des circuits nouveaux, parfois un peu insipides, sans saveur, avec aucune bataille en piste, aucun dépassement, et on se dit qu'on perd quand même de la valeur au détriment de parfois juste celui qui offrira un peu plus d'argent que d'autres pour accueillir la Formule 1. Mais bon, dans cette volonté de rotation, si on peut retrouver d'anciens circuits de Formule 1 connus et aimés des fans de Formule 1, peut-être que disons que ça calmera peut-être la colère et l'ardeur de certains de ces fans qui en fait n'y voient aucun intérêt. Croisons les doigts pour surtout avoir du spectacle en piste, peu importe la ville ou le pays où se trouve le circuit. Vous voilà donc maintenant au point sur les différents circuits que nous allons retrouver cette année en Formule 1 et même dans les années à venir avec les rotations que je vous expliquais il y a quelques instants. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos réactions et même de votre circuit préféré de la saison en commentaire, on les lira avec plaisir. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur les réseaux Box2Brief qui sont dans la description. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Louis pour Box2Brief, ciao.